Le retour de Gaspard Morel. Roman. Inspiré de The Story of the Dead Man, Willard E. Hopkins. La mort de Gaspard Morel ne fit pas grand bruit dans le village de Sainte-Colombe-sur-Dordogne. C'était un homme discret, comme sont discrets ceux qui ont passé 40 ans à faire les mêmes gestes aux mêmes heures, qui se lèvent avant l'aube pour ouvrir leur échoppe, qui ferment leurs volets quand le soleil touche les toits et qui meurent un mardi matin sans prévenir personne, comme s'ils avaient voulu ne pas déranger. Gaspard tenait la quincaillerie de la rue du Chanoine depuis 1978. Avant lui, son père l'avait tenue depuis 1951. Et avant son père, son grand-père depuis 1923. Une continuité de métal, de clous, de serrures et de poignées de porte qui avait traversé les guerres, les présidents et les modes sans broncher, avec cette solidité tranquille des commerces qui savent ce qu'ils sont et n'aspirent pas à être autre chose. Gaspard avait 63 ans quand il mourut. Pas vieux, mais pas jeune non plus. L'âge des hommes qui pourraient encore vivre 20 ans ou mourir demain. Et dont la mort, quelle que soit l'heure où elle arrive, surprend sans vraiment étonner. Il mourut seul dans son fauteuil du salon, les mains posées sur les genoux, la tête légèrement penchée sur l'épaule droite, avec l'expression d'un homme qui s'est endormi devant la télévision et n'a pas l'intention de se réveiller. Ce fut Louisette Brangier qui le trouva le jeudi matin. Elle lui apportait ses courses depuis que le médecin lui avait interdit de porter des charges lourdes 3 ans plus tôt. Louisette frappa à la porte de derrière comme d'habitude, entra sans attendre, posa ses sacs sur la table de cuisine et trouva Gaspard dans le salon avec la télévision allumée sur un vieil épisode de Derrick. Elle coupa le son. Elle le regarda une longue minute. Elle toucha son poignet avec 2 doigts. Puis elle dit à voix haute, pour personne en particulier, « Voilà ». Elle appela le médecin appela les pompes funèbres appelèrent le fils à Bordeaux. Et la mécanique ordinaire du décès se mit en marche avec l'efficacité rodée des choses qui arrivent souvent. Le fils de Gaspard s'appelait Théodore. Il avait 38 ans, une femme, 2 enfants, un emploi dans l'import-export dont les détails exacts échappaient à tous ceux qui les lui avaient demandés. Sa relation avec son père ressemblait à ces paysages vus depuis un train. On les reconnaît, on sait qu'on y est allé, mais ils défilent si vite qu'on ne sait plus exactement ce qu'on en pense. Il arriva à Sainte-Colombe le vendredi soir. Avant de partir, il avait expliqué à Sandrine que non, elle n'avait pas besoin de venir, que ça se réglerait rapidement, 1 semaine au plus. Sandrine avait hoché la tête avec l'air de quelqu'un qui ne croit pas à ce qu'on lui dit, mais a décidé de ne pas le dire. Il trouva la maison telle qu'elle avait toujours été. Les volets verts dont la peinture s'écaillait depuis 1997 au moins, la vigne vierge sur le mur pignon, l'odeur de renfermé qui prenait à la gorge dès l'entrée. La quincaillerie était fermée avec un mot collé sur la vitre par Louisette Brangier. Fermée pour deuil, réouverture à confirmer. Ce dernier ajout avait quelque chose d'involontairement comique que Théodore nota sans sourire. Il s'installa dans sa chambre d'enfance. Le lit n'avait pas changé depuis 20 ans. Les murs étaient blancs et nus avec les traces légèrement plus propres des endroits où quelque chose avait été accroché. L'armoire sentait la naphtaline. La fenêtre donnait sur le jardin, où le figuier planté par Gaspard en 1985 avait maintenant la taille d'un arbre respectable. Ce soir-là, il mangea une boîte de cassoulet réchauffé, but un verre de vin ordinaire trouvé dans le placard bas et s'endormit à 22 heures en pensant à la liste des choses à faire. Notaire, banque, inventaire, vente probable, vide-maison. 1 semaine de travail, peut-être 10 jours, puis retour à Bordeaux. C'est ce qu'il pensa avant de s'endormir. Les pensées d'avant de s'endormir ont parfois la qualité rassurante des plans qui n'ont pas encore rencontré la réalité. Le samedi matin commença normalement. Théodore faisait du café avec la vieille Bialetti de son père quand on frappa à la porte. C'était Louisette Brangier. Elle portait un plat couvert d'un torchon à carreaux et avait l'expression particulière de ceux qui arrivent avec de la nourriture et beaucoup de questions. « J'ai fait un gratin de courgettes, ton père adorait ça. » Elle posa le plat sur la table sans attendre d'y être invitée, s'assit, arrangea ses mains sur la toile cirée et le regarda. « Tu as l'air fatigué. »
J'ai bien dormi. C'est souvent comme ça, les premières nuits dans la maison d'un mort. On dort, mais c'est pas pareil. Elle resta 45 minutes. Pendant ce temps, elle lui donna plus d'informations sur la vie de son père que Théodore n'en avait collecté en 10 ans de coups de téléphone du dimanche. Il apprit que Gaspard avait recommencé à jouer à la pétanque depuis 2 ans, qu'il s'était disputé avec le pharmacien Delmas pour une histoire de gouttière, qu'il avait un chat qui s'appelait Ministre et qui avait disparu la semaine précédente, et qu'il allait dîner le vendredi soir chez les Aubert, un couple de retraités de la rue des Acacias. Ce dernier point sembla vouloir dire quelque chose à Louisette qu'elle ne dit pas, mais la légère hésitation dans sa voix indiqua à Théodore qu'il y avait là une histoire dont il n'avait pas tous les éléments. Vous avez besoin de quelque chose demanda Louisette en se levant. Non, ça va, merci pour le gratin. Mange-le chaud ce soir, et viens me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle partit. Théodore passa la matinée à inspecter la maison. C'était un travail étrange, cette fouille du territoire d'un père. Ouvrir les tiroirs, regarder ce qu'ils contenaient, essayer de comprendre depuis ces objets l'homme qu'il avait été. La maison de Gaspard était rangée avec la netteté des gens qui vivent seuls depuis trop longtemps et dont l'ordre est la façon de tenir à distance le désordre intérieur. Les papiers classés dans des chemises étiquetées, les outils de cuisine rangés par taille, les livres de la bibliothèque du salon alignés par ordre alphabétique. Et dans un coin du bas, un peu à l'écart des autres, 3 cahiers à couverture bleue que Gaspard avait manifestement écrits lui-même. Théodore en prit un. L'écriture de son père, petite, précise, légèrement inclinée, couvrait les pages d'une façon régulière. Ce n'était pas vraiment un journal intime, plutôt un carnet mêlant les dépenses de la semaine, l'état du jardin, une pensée sur le temps qu'il faisait, une note sur quelque chose lu, quelque chose d'humble et de précis, comme l'homme lui-même. Il referma le cahier sans le lire entièrement. Il y avait dans ces pages quelque chose de trop privé pour être lu maintenant, trop proche encore. L'après-midi, il alla chez le notaire. Maître Arnaud Pujol avait son étude rue de la République depuis 20 ans et connaissait Gaspard depuis toujours. Il reçut Théodore avec la solennité un peu compassée des notaires de province qui traitent les successions comme si c'était la première fois qu'ils en voyaient une. Il y avait un testament. Simple. La maison et la quincaillerie à Théodore, un legs modeste à Louisette Brangier et une somme, assez conséquente pour surprendre, à une certaine association des Amis du patrimoine de Sainte-Colombe. C'est quoi cette association? Elle s'occupe de la restauration de la chapelle Saint-Roch. Gaspard en était le secrétaire depuis 2 ans. Il y tenait beaucoup. Théodore nota cela dans son bloc et rentra à la maison. Ce soir-là, à 21h, le téléphone fixe de l'entrée sonna. Ce vieux poste à touche que Gaspard avait encore, sur la petite console en bois qui était là depuis toujours. Théodore alla décrocher. « Gaspard ?» Une voix de femme. La cinquantaine, peut-être 60, avec un léger accent du pays. « Non, je suis Théodore, son fils. Mon père est décédé mardi dernier. » Silence. « Oh ?» Puis très bas, « Je ne savais pas. Je suis désolé de vous l'apprendre ainsi. Qui êtes-vous » Une hésitation. « Éliane Aubert. » Les Aubert, la rue des Acacias, les dîners du vendredi soir. J'ai entendu parler de vous par Louisette Brangier. Nous étions... Gaspard venait souvent chez nous, enfin, chez moi. Mon mari est mort il y a 4 ans. La façon dont elle se corrigea, chez nous, puis chez moi, contenait une information que Théodore mit de côté. J'aimerais vous rencontrer. Il y a des choses que je voudrais vous remettre. Des lettres, quelques objets que Gaspard avait laissés ici. Je passerai demain matin, si vous le voulez bien. C'est possible. Rue des Acacias, le numéro 12. Théodore raccrocha. Il resta dans l'entrée avec le combiné à la main, regardant le téléphone sans le voir. Puis il retourna dans le salon, s'assit dans le fauteuil de son père et pensa que la vie de Gaspard avait été moins simple qu'il ne l'avait supposé. Éliane Aubert habitait une maison du côté ensoleillé de la rue des Acacias, avec un jardin devant entretenu avec soin et des géraniums dans les fenêtres. Elle ouvrit avant que Théodore ait frappé. Elle l'avait vu venir depuis la fenêtre. Et il vit une femme d'environ 65 ans, petite, avec des cheveux gris blancs coupés courts et des yeux noisettes qui regardaient directement. Elle fit du café.
Ils s'assirent dans un salon propre et vivant, avec des livres partout, des plantes en bonne santé, des vautours sur une étagère, un homme qui devait être feu son mari, des enfants, des petits-enfants, et dans un coin, une photo que Théodore reconnut avec un léger choc, son père, debout dans ce même jardin, souriant d'une façon qu'il avait vue rarement sur ce visage. Ils parlèrent d'abord des choses ordinaires, les circonstances de la mort, les arrangements, la maison. Éliane posait des questions avec la discrétion de quelqu'un qui veut savoir, sans paraître avide. « Je suis contente qu'il ait eu une mort douce. » « Oui, dans son fauteuil. Sans souffrir, apparemment. » « C'est ce qu'il aurait voulu. Il avait peur de finir à l'hôpital. Il me le disait des fois. » Elle se leva, alla dans la pièce d'à côté et revint avec une boîte en carton qu'elle posa sur la table. Il y a des lettres, les siennes à moi et les miennes à lui, des photos, un carnet, et ça. Elle sortit une enveloppe Kraft assez épaisse. Le nom de Théodore était écrit dessus de l'écriture de Gaspard. Il l'avait préparé il y a 1 an environ. Il m'a dit « Si je meurs avant qu'on ait eu le temps de parler, tu donneras ça à Théodore. Il faut qu'il lise ça avant de prendre des décisions sur la quincaillerie. » Quelle décision ? Je ne sais pas exactement. Il ne me disait pas tout, mais il y a des choses que tu dois savoir, des choses qui ne sont pas dans les papiers du notaire. Elle dit cela avec une légèreté qui contrastait avec la densité de ce qu'elle disait. Vous pouvez me donner une idée de ce que c'est ? Elle réfléchit un instant, posa sa tasse. Il y a une dette. Envers qui ? Envers le village, ou plutôt envers un homme du village, un homme mort. Elle dit cela sans emphase, comme quelqu'un qui dit quelque chose d'étrange et qui le sait, mais qui dit quand même la vérité. « Un homme mort ?» répéta Théodore. « Voilà, lis la lettre, ça sera plus clair que tout ce que je pourrais t'expliquer. Gaspard était meilleur que moi pour les choses compliquées. » Il prit la boîte, l'enveloppe, remercia Éliane, but son café jusqu'au bout, il était très bon, et repartit dans le matin de dimanche avec le sentiment que la semaine allait être moins simple que prévu. Il lut la lettre dans la cuisine, avec le café de la Bialetti et le soleil de 9 heures qui entrait par la fenêtre sur le jardin. L'écriture de Gaspard était la même que dans les cahiers bleus, mais dans cette lettre, elle avait quelque chose de différent, un soin inhabituel dans le choix des mots, comme quelqu'un qui sait qu'il n'aura pas l'occasion de corriger. La lettre commençait ainsi. « Théodore, si tu lis ceci, c'est que je ne t'ai pas dit ce que j'aurais dû te dire en face. J'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas réussi. Ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas tout à fait la mienne. C'est la façon dont les pères et les fils se ratent parfois, même quand ils ne le veulent pas. Ce que je vais t'écrire va te sembler difficile à croire, je comprends d'avance. Je te demande seulement de lire jusqu'au bout avant de décider ce que tu en penses. La quincaillerie appartient à la famille Morel depuis 1923. Tu sais ça. Ce que tu ne sais pas, c'est dans quelles conditions elle a été acquise. En 1923, ton arrière-grand-père Ernest Morel a acheté le fonds de commerce à un certain Auguste Combarieux, qui tenait alors une mercerie-quincaillerie au même endroit. Combarieux avait besoin d'argent rapidement. Des dettes, une mauvaise saison, les détails précis ont été perdus. Ernest a fait l'affaire à un prix très bas, trop bas. C'était légal, tout était dans les règles, mais ce n'était pas juste. Auguste Combarieux a vendu parce qu'il n'avait pas d'autre option, et Ernest le savait. Auguste Combarieux est mort 2 ans plus tard, ruiné. Il avait une femme et 3 enfants. Mon grand-père Ernest a prospéré, mon père a prospéré, moi j'ai vécu correctement. Et tout ce temps, la famille Combarieux a disparu de la région. Mon père m'en a parlé quand j'avais 20 ans, la veille de me passer la boutique. Il m'a dit « Ce commerce a été bâti sur une injustice. Je te le transmets parce que c'est la seule chose que j'ai à te transmettre, mais je veux que tu saches d'où ça vient. » Il n'a pas dit ce qu'il faudrait faire avec ça. Je ne lui ai pas demandé. Théodore reposa la lettre. Il regarda par la fenêtre le figuier du jardin, son verre épais et tranquille. Puis, il continua.
J'y ai pensé toute ma vie adulte, à intervalles. Il y a des nuits où ça ne me laissait pas dormir. J'ai cherché des descendants de Combarieux, j'en ai trouvé un, en 2018, un arrière-petit-fils qui vit à Lyon. Je lui ai écrit, il n'a pas répondu. Peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il s'en fichait. Mais ce n'est pas tout. En 2019, j'ai fait des travaux dans la cave. En creusant pour poser une nouvelle dalle, Fernand Vialat, le maçon, a trouvé quelque chose. Théodore sentit quelque chose changer dans sa façon de tenir la lettre. Il a trouvé une caisse en bois enterrée à 60 cm de profondeur. Une vieille caisse du début du siècle d'après Fernand. À l'intérieur, des papiers, une boîte en métal avec des pièces d'or, des louis d'or, une vingtaine, et une lettre. J'ai lu la lettre. Elle était d'Auguste Combarieux, adressée à Ernest Morel, mon arrière-grand-père. Écrite mais jamais envoyée, ou peut-être cachée là intentionnellement, je ne sais pas. Dans cette lettre, Combarieux disait qu'il savait qu'Ernest l'avait ruiné délibérément, qu'il n'avait pas les moyens de se battre légalement, que les pièces d'or étaient ses dernières économies qu'il voulait mettre à l'abri pour ses enfants, et qu'il demandait à Ernest de les leur remettre s'il les trouvait. Et il ajoutait ceci, et c'est la partie que je n'arrive pas à oublier depuis 5 ans, il disait qu'il reviendrait, d'une façon ou d'une autre, voir si la dette avait été honorée. Qu'un homme pouvait mourir, mais que les dettes, elles, restaient. Je sais ce que tu penses en lisant ça. Théodore sourit malgré lui. Dans la boîte qu'Éliane t'a remise, tu trouveras les pièces d'or, je n'y ai pas touché. Tu trouveras aussi la lettre de Combarieux. Ce que tu feras de tout ça t'appartient. Je n'ai pas trouvé la force de le régler de mon vivant. Ce n'est pas une fierté à avouer, mais je voulais que tu saches. Ton père qui t'aime plus qu'il ne l'a montré. Gaspard. Il y avait un post-scriptum d'une encre légèrement différente, plus jaissante. PS, l'arrière-petit-fils de Combarieux s'appelle Marc Combarieux. Il habite au 14 rue des Chartreux à Lyon. Son numéro est dans le cahier bleu du milieu. Je ne lui ai pas reparlé depuis 2018, mais je crois qu'il faudrait. Théodore posa la lettre à plat sur la table. Le café était froid. Dans le jardin, un oiseau chantait dans le figuier avec l'insistance des oiseaux qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les cuisines. Il ouvrit la boîte en carton d'Éliane. Au fond, une boîte en métal fermée par un loquet rouillé. À l'intérieur, 19 louis d'or rangés en rang avec la patine des objets qui ont attendu longtemps dans l'obscurité. À côté, une feuille pliée en 4, la lettre de Combarieux. Il la déplia, l'encre était passée, l'écriture ancienne avec les fioritures calligraphiques de l'avant-guerre. Tout ce que Gaspard avait résumé était là, mot pour mot. Et à la fin, la phrase « Je reviendrai voir. Un homme meurt, mais ses comptes ne meurent pas. » Théodore passa l'après-midi du dimanche à marcher dans la maison sans décider de rien. Il appela Sandrine. « Il y a des complications. »« De quel genre ? » ?»« Je t'expliquerai en rentrant. »« Tu rentres quand ? » ?»« Je ne sais pas encore. » Silence d'une qualité particulière. Le genre de silence conjugal qui contient plus qu'on ne voudrait. « D'accord. Appelle-moi ce soir. Promis. » Il appela aussi Fernand Vialat, le maçon, dont le numéro se trouvait dans le vieux répertoire en plastique rouge de Gaspard. Vialat. Bonjour, je suis Théodore Morel, le fils de Gaspard. Ah, oui, j'ai appris pour ton père. Je suis désolé. C'était quelqu'un de bien. Merci. Je vous appelle pour la caisse que vous avez trouvée dans la cave, en 2019. Silence. Ton père m'avait demandé de n'en parler à personne. J'ai respecté ça. Je comprends. C'est réglé maintenant, cette histoire ? Pas encore. Je voulais juste vous demander, comment vous avez trouvé ça ? Comment ça s'est passé ? Ben, on creusait pour refaire la dalle à 60 cm. La pioche a cogné dans du bois. J'ai d'abord cru que c'était une vieille poutre. On a dégagé autour et c'était une caisse, bien faite, en chêne épais, avec la fermeture en fer forgé. Ton père est descendu, il a regardé, et il m'a demandé de la remonter sans rien dire à personne. Il avait l'air, comment dire, pas content. Pas content du tout. Il a dit quelque chose ? Il a dit « ça devait pas rester enterré ». Et puis plus rien. Il m'a payé la journée et m'a raccompagné à la porte. Merci Fernand. C'est réglé, tu crois ? Parce que ton père s'en faisait beaucoup avec ça. Pour moi, c'est de la vieille histoire, 2 hommes morts depuis belle lurette. Mais lui, non. Je vais essayer de régler ça. Merci encore.
Théodore chercha ensuite le cahier bleu du milieu dans la bibliothèque. Il le feuilleta vers la fin et trouva, sur une page de numéro griffonné, le nom Marc Combarieux avec un numéro de lion. À côté, une date, octobre 2018, et 2 mots. Pas répondu. Il prit son téléphone, il hésita une seconde. Puis il composa le numéro. Ça sonna 5 fois. Il allait raccrocher quand quelqu'un décrocha. « Allô ?» Une voix d'homme, la quarantaine, avec le fond sonore d'une maison habitée. « Je cherche Marc Combarieux. »« C'est moi. »« Je m'appelle Théodore Morel. Je suis le fils de Gaspard Morel, de Sainte-Colombe-sur-Dordogne. Mon père vient de mourir. Il m'a laissé une lettre qui vous concerne, vous et votre famille. » Long silence. Morel. « Oui. » « Votre père m'avait écrit en 2018. Je n'ai pas répondu. » Une pause. « J'aurais dû. » « Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Pas par téléphone, en face à face. Je peux venir à Sainte-Colombe le week-end prochain, samedi matin? C'est parfait. » Après avoir raccroché, Théodore resta dans la cuisine avec la conscience d'avoir mis en mouvement quelque chose que son père avait voulu mettre en mouvement depuis 5 ans sans y parvenir, et que lui-même venait de mettre en mouvement en 20 minutes. Il pensa à la phrase de Combarieux. « Je reviendrai voir. » Ce n'était peut-être pas une menace, peut-être que c'était une façon de dire que les morts ne partent pas entièrement tant que ce qu'ils ont laissé en désordre n'est pas rangé, que quelque chose demeure dans les papiers et les dettes et les remords des vivants qui ressemble assez à une présence pour mériter le nom qu'on lui donne. Ce soir-là, il mangea dans le jardin. Le figuier faisait de l'ombre sur la moitié de la table. Dans le ciel, au-dessus des toits, les premières étoiles apparaissaient. Il pensa à son père, pas à l'homme mort dans le fauteuil, mais à l'homme vivant qui avait lu cette lettre de 1923 dans sa cave poussiéreuse et avait passé 5 ans à vivre avec ce qu'elle contenait sans savoir quoi en faire. Il pensa que c'était une façon courageuse de vivre une chose difficile et une façon lâche de ne pas la résoudre, et que ces 2 choses n'en excluaient pas une troisième, que son père avait été un homme honnête, qui n'était pas à la hauteur de sa propre honnêteté, ce qui est peut-être la condition la plus humaine qui soit. Marc Combarieux arriva le samedi suivant par le train de 10 heures. Théodore l'attendait sur le quai. C'était un homme de 44 ans, brun, avec un visage ordinaire et un regard attentif. Il portait un sac à dos et l'air de quelqu'un qui a pris une décision difficile et qui a choisi de ne pas revenir dessus. Il enseignait l'histoire au lycée à Lyon, ce que Théodore trouva approprié d'une façon qu'il ne formula pas. Dans la voiture, ils échangèrent les politesses du trajet. Le voyage, la région, le temps. Il y avait entre eux cette gêne particulière des gens qui portent ensemble une histoire qu'ils n'ont pas choisie et qui ne savent pas encore comment s'y prendre. Ils s'installèrent dans le salon de la maison de Gaspard. Théodore avait sorti les pièces d'or et la lettre de Combarieux sur la table basse. Marc les regarda sans les toucher. « Je vous explique comment mon père a trouvé ça. » Il expliqua. Marc écouta sans l'interrompre, avec l'attention d'un professeur d'histoire qui entend un récit documenté. Quand Théodore eut fini, Marc resta silencieux. Puis, « J'avais entendu parler de ça, par ma grand-mère, quand j'avais une dizaine d'années. Elle m'avait dit que son père avait été lésé dans une affaire commerciale quand elle était petite. Elle n'avait pas tous les détails. Elle était amère, mais elle en parlait rarement. » Il regarda la lettre sur la table. Voir ça écrit de sa main, c'est autre chose. « Je voudrais vous remettre les pièces. » Marc leva les yeux. « Ce n'est pas une restitution légale, ça n'a aucune valeur juridique. C'est autre chose, une façon de finir quelque chose qui n'a jamais été fini. Vous n'êtes pas obligé. » « Non, mais mon père l'était, et puisqu'il ne l'a pas fait, il me revient de le faire à sa place. »« Votre père m'a écrit en 2018. Je n'ai pas répondu parce que j'avais peur. » « Peur de quoi ? » ?»« Je ne sais pas exactement. De rouvrir une vieille histoire peut-être, de ne pas savoir quoi faire avec. » « Je comprends. J'aurais dû répondre. » Il y eut un silence. Pas gêné, le silence des gens qui laissent quelque chose se déposer avant de continuer. Marc prit les pièces dans sa main, 19 louis. Lourd, jaune, qui avait attendu dans une cave pendant 70 ans. « Il y a des descendants, mes cousins. Je pourrais leur en parler, voir ce qu'on en fait ensemble. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous allez faire de la quincaillerie ? Je ne sais pas encore. Probablement la vendre. » Dommage. Oui. Ce mot « dommage » dit avec cette simplicité, sans drama,
ouvrit entre eux quelque chose, comme si reconnaître que c'était dommage suffisait à les mettre du même côté de la chose. Marc Combarieux resta 2 jours à Sainte-Colombe. Ils visitèrent ensemble la quincaillerie. Marc marcha dans les allées avec l'attention de quelqu'un qui essaie de reconstituer une image à partir de ce qui reste. Les rayonnages en bois vieilli, les bacs de clous et de vis, le comptoir en zinc où Gaspard avait passé 40 ans. Il ne dit rien pendant longtemps. Puis, c'est vieux comme commerce, ça. Depuis 1923. Depuis 1923. Il répéta la date avec quelque chose de particulier dedans. Pas de la colère, plutôt une reconnaissance tranquille, comme on reconnaît un fait historique qui vous concerne sans vous définir. Ils allèrent aux archives de la mairie. La secrétaire générale, Brigitte Sénac, leur sortit les registres du commerce de 1923 sans faire de commentaires. Ils trouvèrent l'acte de cession du fonds Combarieux à Ernest Morel, daté du 7 mars 1923. Le prix était là, noir sur blanc. Ridiculement bas pour l'époque, selon Marc. Il prit une photo de la page. Théodore en prit une aussi. En sortant, je vais faire un article sur Auguste Combarieux, le contexte économique de l'époque dans les petites villes du Périgord. Ce n'est pas une grande histoire, c'est une petite histoire ordinaire. Mais les petites histoires font les grandes. Je trouve ça bien. Vos enfants, ils savent? Ils sont petits, non encore. Il faudra leur dire un jour. Oui. Théodore dit ça simplement, sans grandiloquence, parce que c'était vrai et que ça n'avait pas besoin d'être autre chose. Le soir du premier jour, ils dînèrent chez Éliane Aubert. C'était son idée. Elle avait proposé, Théodore avait accepté en se demandant si c'était une bonne idée, puis en décidant que oui. Éliane était de ces personnes qui rendent les situations étranges moins étranges, simplement en les accueillant avec le naturel de quelqu'un qui a vécu longtemps. Elle avait fait un confit de canard, du vin du Cahors, des noix, du fromage. Dans la conversation du soir, Éliane parla de Gaspard avec une affection directe. Il était obstinément honnête. Ça lui coûtait parfois. Les gens vraiment honnêtes se font la vie plus difficile que les autres parce qu'ils ne savent pas transiger avec ce qu'ils savent être juste. Il aurait pu m'écrire à nouveau, dit Marc. En 2018, j'aurais peut-être répondu différemment si j'avais reçu une deuxième lettre. Il avait peur que vous refusiez encore. Un refus, pour lui, ça aurait voulu dire que la dette n'était pas rachetable, et ça, il ne pouvait pas l'envisager. J'aurais répondu, cette fois. Je sais. Le temps dans lequel Éliane dit ça, doux, sans reproche, avec juste ce fond de tristesse des choses qui auraient pu se passer autrement, créa dans la conversation un silence que personne ne chercha à remplir. Marc repartit le dimanche soir. Sur le quai de la gare, en attendant le train, « Votre père a finalement réglé la dette, vous savez ?»« Comment ça ?»« En écrivant cette lettre, en gardant les pièces, en vous laissant tout ça avec les instructions. Les gens qui meurent en laissant les bonnes choses aux bonnes personnes, c'est une façon de finir le travail. » Le train arriva. Ils se serrèrent la main avec la brièveté des hommes du Sud-Ouest qui ne s'embrassent pas à la première rencontre, mais dont la poignée de main dit la même chose. Théodore rentra à pied par les rues du village qui se vidaient avec le soir. Les maisons avaient leur lumière allumée derrière les volets. Devant la quincaillerie, il s'arrêta. Dans l'interstice des volets, une lumière filtrait. Sébastien avait dû laisser une veilleuse. Théodore pensa à son père dans ce magasin pendant 40 ans, à son grand-père avant lui, à Ernest Morel avant son grand-père, à Auguste Combarieux avant Ernest, avec son tablier blanc et son visage sérieux sur la photo de 1922. Les endroits accumulent les gens qui y ont passé du temps. Ces gens ne disparaissent pas entièrement quand ils partent. Ils restent d'une façon diffuse dans les objets et les murs et les habitudes de ceux qui viennent après. Ce n'était pas une pensée mystique, c'était simplement une pensée vraie. Il rentra à Bordeaux le lundi. Sandrine l'attendait avec les enfants, le dîner, et cette expression des femmes qui ont attendu sans se plaindre et qui attendent maintenant qu'on reconnaisse qu'elles ont attendu. Il lui raconta tout, la lettre, les pièces, Combarieux, Marc. Elle l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, « Qu'est-ce que tu vas faire de la quincaillerie ? » ?»« Je ne sais pas encore. »« Tu veux la garder ?» Ce n'était pas une question. Il réfléchit. « Je pense à quelqu'un qui pourrait la reprendre, la faire tourner comme elle a toujours tourné. » « Qui ? Je ne sais pas encore. Mais ce serait dommage de vendre les murs à un promoteur.
C'est beaucoup d'argent à laisser partir. Oui. On peut se le permettre? Avec ce qu'il y a dans la succession, si on vend le fonds sans les murs, je pense que oui. Elle réfléchit. Puis, la photo de Combarieux, tu vas la mettre où? Dans le magasin, si on le garde, et si on le vend, dans la maison. Elle hocha la tête, puis elle dit « Mange ». Il mangea. 3 mois après la mort de Gaspard Morel, la quincaillerie de la rue du Chanoine rouvrit. Théodore avait trouvé un gérant en la personne de Sébastien Andral, 26 ans, qui avait travaillé 5 ans dans la grande surface de bricolage du bourg et avait passé ses samedis d'enfance à regarder Gaspard travailler derrière son comptoir. La réouverture ne fut pas une cérémonie. Sébastien arriva à 8 heures, ouvrit les volets, donna un coup de balai sur le seuil et tourna la pancarte pour que les lettres « Ouvert » soient lisibles depuis la rue. Louisette Brangier fut la première cliente. Elle acheta une boîte de vis pour une raison qu'elle n'expliqua pas. En partant, elle dit à Sébastien « Tu garderas l'endroit comme il était. Ce n'était pas une question. Je ferai de mon mieux. C'est suffisant. » La photo d'Auguste Combarieux fut accrochée dans le fond du magasin, derrière le comptoir, dans un cadre en bois simple. En dessous, une petite plaque en cuivre gravée « À la mémoire d'Auguste Combarieux, qui tint ce commerce avant nous ». Sébastien demanda à Théodore, lors de sa première visite après la réouverture, « C'est qui, Auguste Combarieux ?»« Le fondateur original, avant mon arrière-grand-père. »« Il y a longtemps ?»« 100 ans cette année. » Sébastien regarda la photo. Il a l'air sérieux. Les gens sérieux méritent d'être rappelés. Sébastien hocha la tête comme s'il trouvait ça juste. Marc Combarieux rappela en octobre. J'ai parlé avec mes cousins, 3 personnes, Bordeaux, Toulouse, Paris. Ils portent le nom Combarieux mais ne savaient pas grand-chose d'Auguste. Comment ils ont réagi? Différemment. L'un a trouvé ça intéressant sans être vraiment touché. Une autre a été émue. Le 3e a posé des questions pratiques sur la valeur des pièces et a semblé un peu déçu d'apprendre qu'elles étaient partagées en 4. Et les pièces, vous avez décidé quelque chose? On les garde. Pas pour les vendre, pour les avoir. C'est peut-être bête, mais ça compte. Non, c'est juste. Je voulais aussi vous dire que j'ai commencé un article sur Auguste Combarieux, la transaction de 1923, le contexte économique dans les petites villes du Périgord. Ce sera accusatoire? Non, ce n'est pas le but. Votre arrière-grand-père a fait ce que beaucoup de gens de son époque auraient fait dans les mêmes circonstances. Ce n'est pas une excuse, c'est un contexte. Mon père n'aurait pas aimé entendre ça. Non. Les gens vraiment honnêtes refusent le contexte comme excuse. Encore une chose, je viendrai à Sainte-Colombe pour l'article. Je voudrais voir les archives de la mairie, et la cave si c'est possible. Je vous laisse les clés. L'hiver à Sainte-Colombe fut doux cette année-là. Les premiers gels arrivèrent tard. Les samedis de novembre gardaient cette qualité de l'automne prolongé, l'air propre et frais, la lumière oblique sur les pierres ocres. Théodore vint 2 week-ends en novembre. La première fois pour des papiers, la deuxième sans raison précise, ce qui est en soi une raison. En mars, Sandrine vint avec lui, sans les enfants. Elle marcha dans le village, accepta un café chez Éliane avec la méfiance initiale d'une femme qui rencontre quelqu'un qui a compté pour une personne qu'elle ne connaissait pas bien. Elle repartit le dimanche avec quelque chose de changé dans sa façon de considérer l'endroit. Dans la voiture du retour, « Tu sais ce que font les Andral le soir ?» « Non. » J'ai vu de la lumière dans la quincaillerie vers 21h hier. J'ai regardé par la vitre. Sébastien était en train de reclasser des tiroirs de visserie. Seul, un samedi soir. Et alors? Je pense que vous avez trouvé quelqu'un qui aime vraiment l'endroit. Oui. Ça mérite d'être soutenu. Je sais. Il y avait dans cet échange, court, entre 2 personnes qui se connaissaient depuis 15 ans, quelque chose qui ressemblait à une décision sans en être encore une. Le genre de choses qu'on dit à voix basse dans une voiture et qui travaille ensuite dans le silence. La décision, quand elle vint, fut simple. Lors d'une conversation avec Sébastien en mai, Théodore lui proposa de racheter le fonds à des conditions préférentielles. Apport modeste, dette à long terme, termes adaptés à un homme de 26 ans sans fortune personnelle. Sébastien écouta les chiffres, resta silencieux un moment. « Je vais y réfléchir avec ma compagne. » Il rappela 3 jours plus tard, on dit oui. Les papiers furent signés chez Maître Pujol en juin. Pujol dit que c'était une belle transaction.
Pas en termes financiers, en termes humains. Il dit que Gaspard aurait été content. Je l'espère. Je le crois, moi. Il y avait dans les papiers du bureau de Gaspard, au fond de la quincaillerie, une chemise cartonnée étiquetée de son écriture précise. Affaire Combarieux. Théodore la trouva lors de son 3e séjour à Sainte-Colombe en janvier par un dimanche de pluie fine. Il lut les notes de son père dans le fauteuil tournant qui grinçait depuis toujours. Ces notes n'étaient pas organisées, elles s'étendaient sur plusieurs carnets à spirale, à des dates différentes, avec des éclipses de mois entre certaines entrées. La première, mars 2019, « Fernand est venu déposer les pièces et la lettre ce matin. Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai relu la lettre 3 fois. Combarieux dit qu'il reviendra voir. Je me demande ce que ça veut dire au juste. Probablement rien, c'est la colère qui parle. Probablement. » Le probablement final, avec son point suivi d'une ligne vide, avait l'air d'avoir été ajouté après coup. Quelques pages plus loin, juin, « Il fait chaud. J'ai sorti les pièces pour les regarder. Je me demandais si on pouvait sentir sur de l'or l'histoire des gens qui l'ont possédé. Évidemment non. Et pourtant j'ai eu envie de les poser, comme si elles étaient chaudes. Octobre. J'ai trouvé l'adresse d'un Combarieux à Lyon. Marc Combarieux, professeur. Je lui ai écrit. 2 semaines après, pas de réponse. Peut-être qu'il n'a pas reçu la lettre, peut-être que si. 1 mois plus tard, toujours rien. Je commence à penser que certaines choses ne peuvent pas être réglées par correspondance. Mars 2021. Eliane m'a dit ce soir, soit tu trouves une façon de régler ça, soit tu arrêtes d'en parler le soir. Les deux, ça n'est pas possible en même temps. Elle n'a pas tort. Le problème, c'est que je ne sais comment ni arrêter d'en parler, ni le régler. Été 2022. Je commence à penser qu'il faudrait que Théodore sache. Si je pars sans lui avoir dit, il va vendre la quincaillerie sans savoir d'où elle vient. Ce serait perpétuer l'injustice plutôt que la finir. Et enfin, automne de la même année, la dernière note, d'une écriture légèrement plus fatiguée, j'ai écrit la lettre à Théodore. Je l'ai mise dans la boîte d'Eliane. Si je n'arrive pas à la lui donner en main propre, elle le fera. Je me dis que j'aurais dû lui parler depuis longtemps, mais les pères et les fils ont leur façon de ne pas parler de ce qui compte, et on fait avec. Théodore referma le carnet. Il resta un moment dans le fauteuil tournant avec les carnets sur les genoux, et la conscience d'avoir lu quelque chose qui n'avait pas été écrit pour lui, mais qui lui était quand même destiné, non pas parce que son père l'avait voulu, mais parce que c'est ce que font les mots écrits dans la solitude des nuits difficiles. Ils attendent, et quand quelqu'un les trouve, ils parlent. Sébastien Andral avait repris la quincaillerie avec une façon à lui qui n'essayait pas d'imiter celle de Gaspard. Il avait progressivement réorganisé certaines choses, pas tout, pas par esprit de changement, mais avec ce pragmatisme des gens qui prennent en main un espace et le rendent à leurs mains sans effacer ce qu'il y avait avant. Ce qui n'avait pas changé, le comptoir en zinc, l'odeur du magasin, la photo d'Auguste Combarieux avec sa plaque en cuivre, et depuis peu, à côté d'Auguste, une deuxième photo en couleur que Louisette Brangier avait donnée à Sébastien. Gaspard Morel, debout devant son propre comptoir, souriant, avec un tablier bleu. Théodore la découvrit lors d'une visite. « Tu as mis une photo de mon père. Hortense Brangier me l'a donnée. Elle avait ça dans son téléphone. Elle a dit que ça lui semblait juste de mettre les deux ensemble. » Théodore regarda les 2 photos côte à côte, l'un en noir et blanc, 1922, sérieux et inconscient de ce qu'il attendait. L'autre, en couleur, l'an passé, souriant et inconscient lui aussi à sa façon. « Ça va ? Oui. Laisse. » L'article de Marc Combarieux parut en décembre dans une revue d'histoire régionale. Il était bon, précis, documenté, avec cette façon qu'ont les bons historiens d'expliquer le contexte sans excuser les individus. Ernest Morel y apparaissait tel qu'il avait été, un homme de son époque qui avait profité d'une occasion au détriment d'un autre, ni monstre ni saint. À la fin, un paragraphe sur la résolution de l'affaire, discret, factuel, qui se terminait par « Il est des règlements de compte qui n'ont besoin ni de tribunaux ni de témoins, mais seulement du temps nécessaire pour que quelqu'un comprenne ce qu'il doit faire. » Marc lui envoya l'épreuve avant de la soumettre. Théodore la lut le soir en rentrant du bureau. Il écrivit à Marc. « L'article est excellent, je n'ai rien à modifier. » Marc répondit « Merci, une question. » « Laquelle ? Est-ce que vous pensez que votre père savait, en laissant la lettre à Eliane, qu'il savait vraiment que vous le feriez, ou est-ce qu'il espérait seulement ?» Théodore réfléchit. Puis,
Je pense qu'il espérait. Et je pense que l'espoir qu'on met dans ses enfants est la seule chose qui ressemble à de la confiance quand on n'est plus là pour vérifier. Marc mit un moment à répondre. C'est une belle façon de voir les pères. C'est mon père qui me l'a appris, par l'exemple, même si ce n'était pas son intention. L'été qui suivit, Théodore emmena les enfants à Sainte-Colombe pour une semaine. Antoine avait 11 ans et commençait à avoir ce regard des préadolescents qui veut paraître blasé et qui rate son effet. Lucie avait 8 ans et trouva la quincaillerie fascinante, pas pour les raisons pratiques, mais parce que Sébastien lui avait montré comment couper une longueur de chaîne avec une cisaille. Il dormait dans la maison de Gaspard. Sandrine était là aussi, avec l'assurance d'une femme qui a décidé d'un endroit et qui cesse de se demander si elle a eu raison. Le premier soir, les enfants couchés, Théodore et Sandrine s'assirent dans le jardin. Le figuier avait ses figues vertes. Le soir de juillet avait cette douceur des soirs de Périgord qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. « Est-ce que tu penses encore à lui souvent ?»« Oui, mais différemment. » »« Comment différemment ?» Avant, quand je pensais à lui, c'était surtout ce que je ne savais pas de lui qui prenait de la place. Maintenant, je pense à ce que j'ai appris. Ça a changé quoi pour toi ? Il réfléchit. Ce n'était pas une question rhétorique. Sandrine ne posait jamais de questions rhétoriques. Je crois que ça m'a appris à faire confiance aux dettes morales. C'est-à-dire, quand mon père m'a laissé cette lettre, il faisait confiance au fait que je ferais quelque chose avec. Pas parce qu'il m'y obligeait, il n'y avait aucune obligation légale. Juste la confiance que quelqu'un à qui on transmet un problème non résolu aura envie de le résoudre. Tu aurais pu ne pas le faire, oui. Et tu penses que ça aurait eu des conséquences ? Pour moi, oui. Quel genre ? Le genre qui arrive quand on sait quelque chose et qu'on choisit de ne pas le savoir. Ça reste là. Ton père savait depuis 5 ans et ça restait là pour lui. Oui, mais il a quand même préparé le terrain pour que ce soit fait. Il n'a pas résolu le problème, mais il a rendu la résolution possible. C'est peut-être tout ce qu'il pouvait faire. Et toi, tu as fait le reste. Nous avons fait le reste, Marc aussi. Elle hocha la tête. Dans le jardin, une chouette appela quelque part dans les arbres derrière le mur. Les lumières du village s'allumaient une à une dans l'obscurité qui venait. Il y a une chose que j'aurais voulu dire. Laquelle ? Que j'avais lu ses carnets. Que dans ces carnets, j'ai trouvé un homme que je n'avais pas vraiment connu de son vivant et qui m'aurait plu. Il le sait peut-être. Je ne crois pas à ça. Moi non plus vraiment. Mais c'est une jolie façon de finir la pensée. Il rit. Elle rit aussi. Dans la maison, les enfants dormaient. Le jardin sentait le figuier et l'herbe chaude, et ce peu d'humidité qui montait du sol après une journée de soleil. Le jour de l'an, Théodore emmena Antoine et Lucie voir la quincaillerie. Sébastien était fermé, chez sa famille à Sarlat, mais Théodore avait les clés. Il ouvrit les volets. La lumière du 1er janvier entrait avec la qualité particulière de la lumière d'hiver en Dordogne, blanche, propre, un peu froide. Lucie alla directement vers le fond, là où se trouvait la cisaille. Elle la souleva avec ses 2 mains de 8 ans et fit le geste d'ouvrir les mâchoires avec une satisfaction de propriétaire. Antoine marcha dans les allées, les mains dans les poches, l'air de quelqu'un qui fait semblant de ne pas être intéressé et qui est intéressé. Il s'arrêta devant le mur du fond. « C'est qui, eux » Théodore s'approcha. Antoine regardait les 2 photos côte à côte. Celui à gauche, c'est Auguste Combarieux. Il avait ce commerce avant notre famille, en 1922. Il est mort ? Oui, il y a longtemps. Et l'autre, c'est Papy ? Oui. Pourquoi il est avec quelqu'un d'autre ? Théodore prit qu'un moment avant de répondre. Parce que les endroits ont une mémoire, et la mémoire des endroits, c'est les gens qui y ont passé du temps. Auguste Combarieux a passé du temps ici avant nous. Il mérite d'être rappelé. Même si on ne le connaît pas ? Surtout si on ne le connaît pas. Antoine regarda encore la photo. Il a l'air sérieux. Les gens de cette époque faisaient des visages sérieux sur les photos. C'était la mode. Papy aussi, il avait l'air sérieux des fois. Ton grand-père était souvent sérieux, mais pas tout le temps. Je me souviens qu'il riait quand il regardait les vieilles émissions à la télé. Oui. Lucie arriva en courant. « Papa, est-ce que je peux avoir une cisaille ?»« Non. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu as 8 ans et que les cisailles ne sont pas des jouets. » Sébastien dit que les outils sont faits pour être utilisés, pas pour avoir peur d'eux.
Sébastien a raison, mais les outils sont faits pour être utilisés par des gens qui savent comment. Quand tu sauras, tu pourras. Lucie considéra ça une seconde. Tu me montres cet été ? Cet été. Elle repartit vers les bacs de clous avec l'air d'une personne qui a obtenu ce qu'elle voulait sous une forme légèrement différente. Antoine dit, toujours devant les photos, « Papa, oui, tu m'expliqueras un jour vraiment l'histoire de cet homme ? Auguste Combarieux ? Les deux, lui et Papy, et pourquoi ils sont ensemble ?» Théodore regarda son fils de 11 ans qui regardait 2 photos d'hommes morts avec l'attention particulière des enfants qui commencent à comprendre que le monde a une profondeur vers le passé qui dépasse leur propre vie. « Oui, je t'expliquerai. Ce n'est pas une grande histoire, c'est une petite histoire, mais c'est la nôtre. » Antoine hocha la tête comme si c'était une réponse suffisante. Ils restèrent encore un moment dans le magasin, les trois, Théodore debout, Antoine devant les photos, Lucie qui alignait des petites charnières sur le bord du rayonnage avec la concentration d'une architecte en herbe. Dehors, le 1er janvier passait sur Sainte-Colombe. Les volets fermés des maisons qui faisaient la grasse matinée. Le clocher qui sonna 11 heures avec ce léger retard qu'il avait depuis toujours et que personne n'avait jamais pris la peine de corriger. La quincaillerie était ouverte, les volets étaient relevés, la lumière entrait. Auguste Combarieux regardait le magasin avec son expression de 1922, sérieuse et vivante. Gaspard Morel regardait le magasin avec son sourire de l'année passée. Les comptes étaient réglés. La boutique continuait. Théodore avait pris l'habitude, depuis la mort de son père, de noter des choses sur son téléphone. Pas un journal, juste des observations courtes qu'il voulait fixer avant qu'elles ne disparaissent dans l'oubli ordinaire des jours. Une note de juillet, depuis le jardin de Sainte-Colombe. « Le figuier de mon père a des figues. Lucie en a mangé 3 directement sur l'arbre. Elle dit que c'est les meilleures qu'elle a mangées de sa vie. Je ne sais pas si elle a raison, mais je comprends ce qu'elle veut dire. » Une note de septembre, depuis le train du retour vers Bordeaux. « Je pense à mon père tous les jours, pas à sa mort, à lui. Je pense que c'est différent et que c'est mieux. » Une note d'octobre, depuis son bureau. « Marc Combarieux m'a envoyé l'épreuve de son article. Il y a une photo d'Auguste Combarieux en couverture, la même que dans le magasin. Il a l'air sérieux. Tous les Combarieux ont l'air sérieux sur les photos. Ou peut-être que c'est moi qui les vois sérieux parce que je sais ce qui leur est arrivé. Les visages changent selon ce qu'on sait de la personne. » Une note de novembre, sans lieu précis. Sébastien m'a appelé. Il voulait me dire qu'un client est venu chercher le même type de charnière que son grand-père achetait ici dans les années 50. Sébastien a trouvé un vieux stock dans la réserve. Le client a dit « C'est exactement ça. Elles durent plus longtemps que les neuves. » Sébastien va en recommander. Je ne sais pas pourquoi il me raconte ça, peut-être parce qu'il sait que ce genre de choses me fait plaisir. Et une note de décembre, depuis la cuisine de la maison de Gaspard lors d'un séjour de Noël. Je relis les cahiers bleus de mon père ce soir. J'en suis au 3e. Il y a des entrées de quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il dit les choses sur moi avec une précision qui me surprend. Il me voyait mieux qu'il ne le montrait. Ou peut-être que je ne le laissais pas montrer. Je trouve ça à la fois triste et bien. Triste parce que c'est trop tard pour lui dire que j'ai lu ça. Bien parce que je sais maintenant et que savoir compte même quand c'est trop tard. Il avait écrit en bas de la dernière page du dernier cahier, d'une encre différente. Théodore est venu dimanche. Nous avons regardé un match ensemble. Je n'ai pas su lui dire que j'étais content qu'il soit là. Faudrait apprendre. Peut-être que c'est trop tard pour apprendre, mais je vais continuer d'essayer. Théodore ferma le cahier sur cette page. Peut-être que c'est trop tard pour apprendre, mais je vais continuer d'essayer. C'était une belle façon de finir un cahier. Marc vint à Sainte-Colombe en septembre pour son article. Il passa 4 jours à dépouiller les archives de la mairie et à marcher dans le village avec un carnet et un appareil photo. Il visita la cave de la quincaillerie avec Théodore et Sébastien. Sébastien avait entendu l'histoire, mais n'en avait jamais vu les lieux concrets. Debout devant la dalle de ciment neuve qui couvrait l'emplacement de la caisse, « C'est curieux comme les choses s'enterrent et restent là. C'est peut-être pour que quelqu'un les retrouve, » dit Sébastien. Il le regarda. « Vous pensez que ça se passe comme ça ? Je ne sais pas, mais dans mon métier, les objets qui réapparaissent ont quelque chose à dire.
Les boulons perdus, eux, n'ont pas de message. Marc rit. Un rire franc, celui de quelqu'un qui entend une formulation imprévue et qui l'apprécie. Il trouva dans les archives de la mairie quelque chose que Théodore n'avait pas cherché, une liste des commerçants de la rue du Chanoine en 1920. Auguste Combarieux y apparaissait, avec sa profession, mercier quincaillier, et juste en dessous, son adresse personnelle, 4 rue des Tilleuls, une rue qui n'existait plus sous ce nom, rebaptisée dans les années 60. Vous saviez qu'il habitait à 200 mètres de la boutique? Non. Il voyait sa boutique depuis ses fenêtres, probablement, le matin en se levant. Théodore ne répondit pas. Il y avait dans cette image Auguste Combarieux regardant depuis sa fenêtre le commerce qui allait lui échapper, quelque chose qui rendait la chose plus concrète, plus personnelle, plus difficile aussi. « Vous venez dîner ce soir » demanda Théodore. « Avec plaisir. » Ils dînèrent dans la cuisine de la maison de Gaspard avec une bouteille de vin de Cahors et un cassoulet que Théodore avait fait réchauffer depuis une boîte, ce qui produisit chez Marc un sourire poli. « C'est votre père qui cuisinait » ? Non, enfin pas vraiment. Il réchauffait des choses, comme moi. C'est Éliane Aubert qui lui faisait à manger les vendredis. Je crois que c'est pour ça qu'il allait là-bas autant. Ils étaient ensemble ? Je crois, d'une façon ou d'une autre. Il ne me l'a jamais dit, mais c'est l'impression que j'ai. Et elle non plus ne l'a pas dit directement. Ils avaient tous les deux cette pudeur des gens d'une certaine génération, pour qui les choses importantes ne se nomment pas, mais se font. Marc versa du vin. Mon arrière-grand-père Auguste, vous savez, ce que j'ai du mal à lui pardonner à Ernest Morel, c'est pas vraiment d'avoir profité de la situation. Dans une économie de pénurie, tout le monde profite. C'est de ne pas avoir réparé ensuite. Quand il a vu que Combarieux avait tout perdu, il n'a pas bougé. Mon père non plus, pendant longtemps. Oui, mais votre père, lui, savait que c'était mal. Et cette conscience l'a rongé. Ce n'est pas rien, ça. C'est pas assez non plus. Non. Mais c'est quelque chose. Ils burent en silence un moment. Dehors, Sainte-Colombe dormait avec ses habitudes, les volets fermés, les chiens dans les cours, le silence des bourgs de province qui ont renoncé depuis longtemps à exister après 22 heures. « Je pense à une chose, dit Marc. Auguste Combarieux a enterré ses pièces. Il les a cachées là, dans la cave du commerce qui lui avait été pris. C'est un geste étrange. Il aurait pu les emporter chez lui, les laisser à sa femme, les confier à quelqu'un. Peut-être qu'il n'avait plus rien ni personne à qui les confier. Peut-être, ou peut-être qu'il voulait qu'elles restent là, liées à la dette, pour que la dette et les pièces ne se séparent pas, pour que celui qui trouve les pièces trouve aussi la dette. Voilà. Théodore regarda son verre. Mon père a trouvé les deux en même temps, et il ne savait pas quoi faire. Il a su, finalement, en vous les laissant. C'est une façon de voir. C'est la façon juste, je crois. Louisette Brangier lut l'article de Marc avec la minutie d'une femme qui connaît tous les acteurs d'une histoire et vérifie si la version écrite correspond à ce qu'elle sait. Elle le dit à Théodore lors de sa visite de Noël. « Il a bien écrit, ton Combarieux. Il a mis les choses exactement comme elles étaient. C'est un bon historien. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire, ça je la savais déjà plus ou moins. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. » « Quelle fin ? Il dit que tu as rendu les pièces. » « Oui. » Gaspard aurait dû le faire lui-même. Je sais. Mais il t'a mis en position de le faire à sa place. C'est une façon. C'est une façon, oui. Et toi, tu l'as fait. Oui. Alors c'est bon. Ces 3 mots, prononcés par une femme de 70 ans dans une cuisine de Dordogne un après-midi de décembre, avaient une complétude simple et définitive qui n'avait besoin d'aucun ornement. Elle prit son manteau pour partir, puis se retourna. Tu sais, ton père avait peur que tu vendes le magasin à un promoteur. Il m'en avait parlé une fois. Il avait peur que tout ça devienne un appartement ou un cabinet de kiné. Je n'ai pas vendu. Non. Tu as trouvé un bon gars pour le reprendre. Sébastien est quelqu'un de sérieux. Il est venu me voir la semaine dernière pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, sans que je lui demande. Il est passé comme ça, entre 2 clients, avec 2 ampoules, parce qu'il avait remarqué que mon couloir était mal éclairé. Théodore sourit. Ton père faisait pareil, les premières années. Il s'occupait des gens du quartier comme ça, discrètement, avant qu'ils deviennent trop tête dans ses pensées. Il avait une excuse. Oui, mais il aurait pu faire les deux. Elle sortit. Théodore resta dans la cuisine, avec le silence de la maison autour de lui et la lumière de décembre qui entrait par la fenêtre sur le jardin.
Le figuier était nu en hiver, ses branches formaient une géométrie sèche et précise contre le ciel blanc. Dans quelques mois, il aurait ses feuilles, et ensuite ses figues, et Lucie viendrait en manger directement sur l'arbre avec ses mains et dirait que c'est les meilleures de sa vie. Les choses continuaient. Théodore avait écrit dans ses notes, un soir de mars, une pensée qu'il avait tournée plusieurs fois avant de lui trouver la forme exacte. Les morts partent quand leurs affaires sont réglées, pas avant, et régler leurs affaires, c'est le travail des vivants. C'est un travail patient qui peut prendre des années ou des générations, qui ne se fait pas toujours dans l'ordre, mais qui se fait quand quelqu'un prend la peine de regarder ce qui reste à faire et de le faire. Il l'a relu 2 fois, puis il écrivit en dessous. Je ne sais pas si c'est vrai au sens littéral, probablement pas, mais c'est vrai au sens qui compte, le sens où une histoire non finie reste présente dans les gens et les lieux qui en portent le poids, et cesse d'être présente quand quelqu'un l'a finie. Il referma l'application, posa son téléphone. Sur la table devant lui, les cahiers bleus de Gaspard, la lettre de Combarieux dans son enveloppe Kraft, la photo d'Auguste avec sa plaque en cuivre, apportée pour la semaine et qui rentrerait dans la quincaillerie lundi. Il pensa à Gaspard qui avait passé 5 ans à vivre avec une caisse de pièces et une lettre et une conscience qui ne le laissait pas. Il pensa que son père était plus courageux qu'il ne le lui avait dit et qu'il aurait pu lui dire. Il pensait à toutes les choses qu'on pourrait se dire et qu'on ne dit pas parce qu'on n'a pas trouvé le bon moment ou parce qu'on croit qu'il reste du temps. Il y avait dans ces pensées-là une légèreté nouvelle, une façon de les tenir qui était différente des mois précédents. Avant, quand il pensait à son père, il y avait le poids de ce qu'ils n'avaient pas été l'un pour l'autre. Maintenant, il y avait quelque chose d'autre, non pas de la réconciliation, il n'y avait pas eu de dispute à réconcilier, juste 2 hommes qui ne s'étaient pas trouvés, mais quelque chose qui ressemblait à une continuation, comme si la mort de Gaspard n'avait pas fermé quelque chose, mais en avait ouvert une autre partie, plus difficile d'accès, mais plus vraie. Le lendemain matin, il emmena les enfants prendre le petit déjeuner chez Éliane Aubert. C'était devenu une habitude lors des séjours à Sainte-Colombe. Éliane faisait des tartines avec de la confiture de figues du jardin et les enfants avaient décidé que c'était leur maison préférée après la leur. Lucie s'installa sur le canapé avec le chat qu'Éliane avait récupéré depuis quelques semaines, un chat gris qui avait trouvé la maison seule, sans propriétaire identifiable, et avait décidé de rester. Antoine demanda à Éliane comment elle avait connu son grand-père. Éliane réfléchit une seconde. Il est venu acheter des vis une fois, et on a commencé à parler. C'est comme ça les vraies amitiés, elles commencent sans qu'on s'y attende. Il vous parlait de nous ? Demanda Antoine. Souvent. De moi aussi ? De toi surtout. Il disait que tu lui ressemblais. Antoine sembla réfléchir à ça. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est les deux, dit Éliane, comme toujours quand on ressemble à quelqu'un qu'on aime. Lucie leva la tête du canapé. Moi, je ressemble à qui ? À ta mère, dit Théodore. Et à personne dans la famille Morel ? Tu as les mains de ton grand-père, dit Théodore, larges, avec les mêmes doigts. Lucie regarda ses mains, les tourna dans tous les sens. Les mains pour tenir les cisailles. Les mains pour tenir les cisailles, dit Théodore. Éliane sourit. Dehors, le jardin de Mars était encore nu, mais avec déjà dans les rosiers ces premiers bourgeons verts qui annonçaient la saison qui venait. Les choses continuaient. Les gens aussi. C'était suffisant. C'était même beaucoup. Le printemps revint sur Sainte-Colombe avec ses habitudes, les fleurs de cerisier dans les jardins, le marché du samedi qui s'élargissait sur la place, les terrasses qui ressortaient avec leurs chaises en plastique. Marc Combarieux vint à Sainte-Colombe en avril pour terminer ses recherches. Cette fois, il resta une semaine entière, logé à l'hôtel du bourg, passant ses matinées aux archives et ses après-midi à marcher dans le village. Un soir, il dîna avec Théodore dans la cuisine de la maison de Gaspard. Ils avaient acheté un poulet rôti chez le traiteur et une bouteille de Bergerac rouge. La cuisine sentait le bois et le vieux café, et cette légère odeur de renfermé que Théodore ne remarquait plus, mais qui était là, fidèle. « J'ai trouvé quelque chose aux archives, » dit Marc en servant le vin. « Quoi ?
Une lettre d'Auguste Combarieux, pas celle de la cave, une autre. Une lettre au maire de Sainte-Colombe, datée de janvier 1924, 2 mois après la transaction. Et le maire a répondu ? Il n'y a pas de réponse dans les archives. Soit il n'a pas répondu, soit la réponse a été perdue. Théodore resta silencieux un moment. Donc il a essayé par tous les moyens. Oui, et tout ça n'a rien donné. Il est mort 2 ans plus tard. Sa femme et ses enfants ont quitté la région l'année suivante. Ses enfants, vous savez ce qu'ils sont devenus ? En partie. L'aîné, un fils, est parti à Bordeaux travailler dans les docks. Il a eu des enfants. C'est de lui que descend votre Marc Combarieux. Et les autres ? Une fille qui s'est mariée à Agen, une autre dont on perd la trace. Des gens ordinaires qui ont reconstruit une vie ordinaire ailleurs. Sans savoir pourquoi leur père avait tout perdu. Probablement avec une version floue de l'histoire. Les familles transmettent les humiliations en les édulcorant. On ne dit pas « on nous a volés », on dit « les affaires ont mal tourné », on dit « c'était une autre époque ». Jusqu'à ce que quelqu'un cherche à en savoir plus. Jusqu'à ce que quelqu'un cherche, oui. Ils mangèrent en silence un moment. Dehors, le village de Sainte-Colombe s'endormait dans la douceur du soir de printemps. Une fenêtre ouverte quelque part laissait entendre la télévision d'un voisin. Ma grand-mère disait parfois que son grand-père avait travaillé toute sa vie pour avoir une boutique, et que la boutique lui avait été prise. Elle disait ça sans colère, juste comme un fait. Les injustices qui ont eu lieu avant ta naissance, tu les portes différemment, pas avec la même douleur, plutôt avec quelque chose comme une tristesse tranquille. Et maintenant que vous savez tout ça, ça change quelque chose ? Marc réfléchit. Ça change que c'est réel. Avant, c'était une histoire floue, peut-être vraie, peut-être exagérée. Maintenant, j'ai l'acte notarié, le prix de vente, la lettre au maire. C'est concret. C'est un nom, une adresse, une date. Mon arrière-arrière-grand-père a existé. Il a travaillé ici. On lui a pris son travail. Et 100 ans plus tard, son arrière-petit-fils tient dans sa main ses pièces d'or. Il posa son verre. Je vais vous dire quelque chose d'honnête. Quand vous m'avez appelé la première fois, je me suis demandé si vous vouliez quelque chose, si c'était une manœuvre pour mettre la famille Morel en bonne position, pour éviter un scandale, une plainte, quelque chose. Et maintenant ? Maintenant, je pense que vous faisiez juste ce que votre père vous avait demandé de faire, et que votre père faisait juste ce qu'il pensait être juste. C'est peut-être aussi simple que ça. Les choses simples sont souvent les plus difficiles à faire. Sébastien Andral avait repris la quincaillerie avec une chose que Théodore n'avait pas prévue et qui se révéla être l'une des meilleures nouvelles de cette période. Il avait recruté une apprentie. Elle s'appelait Nora, avait 17 ans, habitait à Sainte-Colombe depuis toujours et avait une façon de ranger les chevilles et les écrous qui témoignait d'un rapport naturel à l'ordre des choses matérielles. Elle arrivait le matin avant Sébastien, ouvrait le volet de la porte arrière pour aérer et préparait le café avec la Bialetti, la même que Gaspard avait toujours eue, sans que personne lui ait demandé. Théodore la rencontra lors d'une visite de mai. « C'est vous le fils de Monsieur Morel ?»« Oui. »« Je ne l'ai pas connu, mais Sébastien m'a tout raconté, sur lui et la boutique. »« Tout raconté, c'est-à-dire ?»« Que c'est une boutique ancienne avec une histoire compliquée et qu'il faut la tenir avec respect. Il m'a expliqué qui était le monsieur sur la photo, Auguste Combarieux. »« Et qu'est-ce que tu en as pensé ?» Elle réfléchit une seconde avec la sérieux de ses 17 ans. Je pense que c'est bien que son nom soit là, même si c'est juste une plaque. Les gens méritent d'exister quelque part dans la mémoire de ce qu'ils ont construit. Théodore la regarda, une fille de 17 ans dans une quincaillerie de Dordogne qui parlait avec cette précision tranquille. « Tu veux faire quoi comme métier ?»« Ça, dit-elle simplement, ce genre de commerce, tenir un endroit utile, pas un grand magasin, un endroit où les gens viennent pour quelque chose de précis et repartent avec ce qu'il faut. Tu sais que c'est pas très payant ? Sébastien m'a dit la même chose, je sais. Il n'avait rien à ajouter à ça.
Il prit son café et regarda la boutique autour de lui, les rayonnages, le comptoir en zinc, la lumière du matin qui entrait par les volets entr'ouverts, avec le sentiment que les endroits qui continuent à être ce qu'ils ont toujours été le font parce que des gens décident que ça vaut la peine. Ce n'était pas une grande décision, ce n'était même pas une décision spectaculaire, c'était juste quelqu'un de 17 ans qui savait déjà ce qu'elle voulait faire et qui le faisait. C'était suffisant, c'était même assez. Théodore avait un rituel maintenant tant il venait à Sainte-Colombe. Le premier matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il passait devant la quincaillerie, même fermée, même un dimanche. Il s'arrêtait 1 minute, regardait la façade, les volets verts dont la peinture tenait mieux depuis que Sébastien les avait refaits l'automne dernier, la vitrine propre, l'interstice de lumière si la veilleuse était allumée. Il pensait à son père dans ce magasin. 40 ans derrière le comptoir en zinc, 40 ans à couper des longueurs de chaîne et à peser des clous et à conseiller des gens sur le bon diamètre de vis pour tel ou tel usage. 40 ans d'une vie ordinaire et précise. Il pensait à Auguste Combarieu dans ce même magasin, avant Ernest Morel, avant tout ça. Son tablier blanc, son expression sérieuse de 1922, sa lettre au maire de janvier 1924 restée sans réponse. Il pensait à Marc Combarieu à Lyon, avec ses pièces d'or dans une boîte en métal posée quelque part sur une étagère. Une dette réglée avec 100 ans de retard. Les morts partent quand leurs affaires sont réglées. Il ne savait pas si c'était vrai, probablement pas au sens littéral, mais quelque chose en lui trouvait juste cette façon de voir les choses. L'idée que les gens qui nous précèdent ne disparaissent pas entièrement tant qu'on n'a pas fini ce qu'ils avaient commencé, qu'ils restent présents dans les dettes et les promesses et les injustices non réparées jusqu'à ce que quelqu'un les répare. Et que quand quelqu'un les répare, même imparfaitement, même trop tard, même en 4 générations, quelque chose se ferme. Pas tout, jamais tout. Il restait des choses non dites, des conversations qu'il n'avait pas eues avec son père, des mots qu'il n'avait pas trouvés et que Gaspard non plus n'avait pas trouvés. Ces manques-là ne se remplissaient pas. Mais la dette envers Combarieu, envers cette famille dispersée, envers cet homme mort dans une chambre louée à Sarlat, celle-là était réglée. Suffisamment. C'était le mot de Marc. Suffisamment. Théodore l'avait noté dans son téléphone, ce mot. Il était seul sur une ligne, dans une note sans titre. Suffisamment. Ce n'était pas une résignation, c'était une précision. La précision de quelqu'un qui sait que la perfection est une direction et non une destination et qui décide que, dans la direction, on a assez avancé pour aujourd'hui. Il avait montré cette note à Sandrine une fois, sans explication. Elle avait dit « C'est tout ? C'est tout. Et c'est important ? Oui. D'accord. » Elle ne lui avait pas demandé pourquoi. Elle savait qu'il lui expliquerait quand il en aurait les mots. C'est ce qu'on fait quand on vit avec quelqu'un depuis longtemps et qu'on a appris que les mots arrivent dans leur propre temps. La dernière visite de l'année fut en décembre, pour Noël. Toute la famille, Sandrine, Antoine, Lucie, pour une semaine complète. Le réveillon se passa dans la maison de Gaspard. Éliane vint avec une tarte aux noix et une bouteille de Montbazillac. Sébastien Andral passa en fin de soirée avec sa compagne, une femme du bourg nommée Céline, qui travaillait à la pharmacie et qui avait cette façon directe des gens qui voient toute la journée des gens malades et qui en ont gardé une honnêteté sur les choses qui comptent. Ils mangèrent autour de la grande table de la cuisine. Les enfants se disputèrent poliment l'endroit le plus proche d'Éliane, dont la réputation de confiture de figues avait traversé les saisons. Antoine voulut expliquer à Sébastien comment fonctionnaient les serveurs Internet, ce qui donna lieu à une conversation de 20 minutes dont personne autour de la table ne saisit l'intégralité, mais qui sembla se terminer à la satisfaction des deux parties. À un moment dans la soirée, quand la conversation s'était fragmentée en petits groupes et que Théodore se retrouva seul un instant au bout de la table avec son verre, Éliane vint s'asseoir à côté de lui. « Il serait content, tu sais ?»« Je sais. Il passait les réveillons seul les dernières années. Ou avec moi, mais c'est pas pareil. Il aurait voulu que la maison soit pleine. Pourquoi il ne nous invitait pas ?» Elle réfléchit. « Je crois qu'il avait peur que vous ne veniez pas, et qu'il préférait ne pas savoir que vous ne viendriez pas. On aurait pu venir. Oui ? J'aurais pu faire l'effort. Oui, lui aussi d'ailleurs. Lui aussi. »
Elle posa sa main sur la sienne une seconde. Les pères et les fils, dit-elle, c'est compliqué partout. Pas seulement les pères et les fils. Non, mais surtout. Lucie arriva en courant avec un morceau de tarte aux noix dans chaque main. « Papa, Sébastien dit qu'il peut m'apprendre à faire des nœuds de charpente demain matin. C'est quoi un nœud de charpente ?»« Je ne sais pas exactement. »« Alors tu peux pas dire non. » La logique est discutable. Mais t'es d'accord? Si Sébastien a le temps. Elle repartit à la vitesse de quelqu'un qui a obtenu ce qu'elle voulait avant que l'interlocuteur ne se ravise. Eliane sourit. Elle a le caractère de Gaspard. Je sais. C'est à la fois rassurant et épuisant. C'est comme ça, les gens de caractère. Il rit. Eliane rit aussi. Dans la cuisine, la table était bruyante et chaleureuse, et un peu en désordre, avec les assiettes et les verres et les restes du repas et les enfants qui allaient et venaient. C'était exactement ce que la cuisine de Gaspard avait été pendant toutes ces années où il y vivait seul. Et c'était exactement ce qu'elle n'avait pas été. Les deux choses étaient vraies en même temps. Dehors, le village de Sainte-Colombe était dans son silence de réveillon. Les maisons avaient leur lumière dans les fenêtres, le clocher sonnait minuit avec son retard habituel. Et dans la quincaillerie fermée de la rue du Chanoine, dans le fond du magasin, dans le noir, Auguste Combarieux regardait le magasin depuis sa photo de 1922 avec son tablier blanc et son expression sérieuse. À côté de lui, Gaspard Morel souriant depuis sa photo de l'année passée. Les comptes étaient réglés. La boutique continuait. Et dans la maison d'à côté, sa famille fêtait le réveillon autour d'une table pleine. C'était tout. C'était suffisamment. Fin. Note de l'auteur. Ce roman s'inspire librement de The Story of the Dead Man de William H. Hawkins, 1923. Dans la nouvelle originale de Hawkins, un mort revient littéralement régler ses affaires non finies avant de pouvoir partir vraiment. Cette version transpose l'idée dans le réalisme le plus sobre. Les morts ne reviennent pas en personne, mais leurs affaires non réglées demeurent, et c'est aux vivants qu'il appartient de les finir. L'esprit reste fidèle à Hawkins, une dette non honorée, une conscience qui ne peut pas se taire, et la conviction que les vrais partis n'arrivent qu'après qu'on a soldé ce qu'on devait. Un mort meurt, mais ses comptes ne meurent pas.